Bienvenue sur ce nouveau MOOC où cette fois je vais vous parler de la transformation IoT et de ce qu'il y a globalement derrière ce qu'on appelle l'IoT. Malheureusement, on a tendance à considérer l'IoT comme de l'électronique, comme le fait de rajouter de la connectivité à un objet, et on va voir qu'en fait, il en est bien autre chose. Alors, on est parti sur un MOOC sur le même principe que celui que j'avais pu faire sur Sigfox, c'est-à-dire une petite un peu plus dizaine d'épisodes qui vont durer au maximum un quart d'heure chacun, où on va aborder différentes thématiques. Ayez en tête que ce que je vais vous présenter ici en 1 heure à 2 heures, eh bien, c'est une formation que je peux donner habituellement sur 1 ou 2 jours. Donc on va être plutôt en mode accéléré, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque chose, mais on va essayer de couvrir l'essentiel pour ce qui touche à la transformation IoT. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transformation IoT? Eh bien, à mon sens, c'est une transformation qui va toucher les industries, les entreprises, les services, de la même façon que la transformation digitale est aujourd'hui en train de changer les habitudes de conception, de production, de commercialisation et de distribution de produits. Alors revenons tout d'abord sur ce qu'est cette transformation digitale et où est-ce qu'elle a commencé pour arriver à nous situer dans la transformation IoT. La transformation digitale, si on prend en particulier en France, on peut dire qu'elle a commencé déjà dans les années 80 avec l'invention du Minitel. C'est à ce moment-là que les entreprises ont commencé à réfléchir à la possibilité de numériser certains services et d'avoir une relation au travers de la télématique à l'époque avec leurs clients ou alors avec leurs partenaires commerciaux. On ne peut pas vraiment dire que les entreprises françaises en aient profité pour faire une grosse transformation à cette époque-là, malheureusement, et on ne peut pas dire que le Minitel soit aujourd'hui une technologie très répandue, puisque à partir des années 90, c'est apparu une technologie qui a remplacé tout ça, qui est la technologie du World Wide Web, qui a permis de créer des services connectés, des services télématiques entre les différentes sociétés réparties partout dans le monde, alors que cette technologie-là, aussi jolie et originale qu'elle était vraiment très franco-française. Ces technologies-là, elles sont donc arrivées dans le début des années 90 et elles ont été directement prises par certaines entreprises qui aujourd'hui sont les entreprises qui dominent le monde. Si l'on prend les géants que sont Amazon, que sont Google, sont des entreprises qui ont été créées en 1994-95, dans ces années-là, et qui ont embrassé ces technologies-là. C'est ce que je vais appeler des digital natives. Contrairement aux entreprises qui se créent en 2020 et nous disent qu'elles sont digital natives, heureusement pour elles, une technologie qui a 30 ans, il est temps de l'utiliser de façon naturelle, mais ces entreprises-là étaient vraiment des digital natives au sens où elles ont embrassé cette technologie dès le jour où elles sont arrivées. Et ça, c'était quelque chose d'original. Cette différence, le fait d'avoir fait ça, leur a permis aujourd'hui de dominer le monde, car ça leur a donné un avantage concurrentiel majeur par rapport aux sociétés dans les mêmes domaines qui existaient auparavant, qui existent pour certaines toujours aujourd'hui, mais qui ont un petit peu de mal face à ces géants. On a donc différentes phases dans cette transformation. Tout d'abord, les prémices en fait de la transformation digitale, qu'on n'appelait pas ainsi à ce moment-là, qui sont des pré-technologies, on va dire, qui arrivent. Et puis ensuite, les phases de démarrage, où ces futurs géants sont en train de se créer en utilisant cette technologie, mais à ce moment-là, le monde n'est pas vraiment fait pour eux, et la vitesse à laquelle ils se développent n'est pas très rapide, jusqu'au moment où, en effet, ils prouvent au monde entier leur capacité à dominer ce monde commercial, industriel, et où ils sont suivis par l'ensemble des acteurs classiques de l'économie habituelle. Et donc ça, c'est la troisième phase, la phase de la transformation massive de l'industrie, celle où apparaît le mot digital transformation, parce que ça c'est un mot par exemple qui apparaît autour de 2012 en France, en sachant qu'en fait la digital transformation en 2012, ce n'est que essayer de faire ce qu'ont fait les géants comme Amazon à partir des années 1995. D'accord ? Donc on a ces différentes phases qui prennent un certain temps et surtout on voit que le temps de la transformation est quelque chose de très long. Il se passe à peu près 20 ans entre le moment où la technologie est là et le moment où la masse des entreprises comprend à quoi elle sert et commence à l'intégrer dans ses process. Et il se passe encore sans doute au moins une dizaine d'années avant que cette transformation digitale soit vraiment quelque chose de concret dans ces différentes entreprises. Alors, la transformation digitale, ce n'est pas le fait de créer des nouveaux produits digitaux. La transformation digitale, ce n'est pas la création de Facebook, par exemple, qui est un produit qui ne pouvait pas exister avant les outils digitales. Non, la transformation digitale, c'est bien de prendre des entreprises qui sont des entreprises qui existaient, ou même des domaines d'entreprises qui existaient avant l'ère du digital, et qui deviennent différentes
grâce à l'utilisation d'outils digitales. Amazon est un très bon exemple pour ça. Amazon, à la base, c'est un vendeur de livres. Aujourd'hui, c'est une place de marché, mais sur lequel on fait de la distribution. On peut dire qu'on est dans le domaine de concurrence directe de sociétés comme Auchan, Amazon, la Fnac ou même La Redoute qui faisait déjà de la vente par correspondance dans les années 80. Eh bien, Amazon est venu complètement disrupter ce monde-là en créant une nouvelle façon de le faire, en utilisant ces outils digitaux pour le faire à une échelle mondiale, en étant ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans toutes les langues, avec un catalogue produit beaucoup plus large. Mais surtout, et c'est là qu'est leur puissance, eh bien, grâce aux outils numériques, ils sont venus complètement transformer la façon de faire de la supply chain, et donc globalement transformer la façon de fonctionner de ces entreprises-là. Un vendeur ou un distributeur n'est pas quelqu'un qui fait de la vente, c'est surtout quelqu'un qui gère des stocks, qui gère de l'approvisionnement, qui gère une relation avec ses fournisseurs et avec ses clients. Et bien tout ça, c'est quelque chose qui a été complètement repensé par un Amazon à l'ère du digital. Bien sûr, on a eu ensuite tout un tas d'acteurs qui ont suivi ce mouvement avec plus ou moins de réussite. On voit l'apparition de Drive, on voit l'apparition de Cdiscount il y a déjà quelques années, et ainsi de suite. Mais globalement, aujourd'hui, on a un géant en place parce que le premier a été le plus performant et reste le plus performant dans cette façon d'utiliser le digital. Alors si on prend cet exemple-là, on voit aussi qu'il y a des évolutions de tout ça. Et puisqu'on est dans le domaine de la distribution, moi je suis très intéressé de voir ce qu'il va se passer au niveau des Amazon Echo et du réseau IoT qui est en train d'être créé par Amazon et qui s'appelle Sidewalk, parce que c'est un nouvel outil qui va permettre une nouvelle transformation et qui va permettre encore une fois d'aller changer la façon dont on réalise notre relation commerciale, dont est réalisée la supply chain, la logistique et ainsi de suite. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces acteurs qui ont disrupté un marché qui était un marché existant, en fait, peuvent en disrupter plusieurs. Là, on voit un réseau dont je viens de parler, un réseau télécom, donc peut-être une disruption au niveau des télécoms, comme il est indiqué plus bas dans mon slide, mais on voit aussi que déjà Amazon a fait une disruption dans un domaine qui à la base n'était pas du tout le sien, qui est l'hébergement de serveurs en créant AWS et en créant le cloud computing. Cloud computing qui va être suivi rapidement par les acteurs comme Microsoft Azure, comme Google avec GCP ou Alibaba qui est un autre distributeur de type Amazon, mais cette fois sur le secteur chinois. Et avec ça, ils sont venus disrupter des entreprises qui étaient là depuis 20 ans, qui étaient complètement implantées sur le secteur, comme IBM, HP ou ces gens-là, et est venu finalement totalement refondre leur process. Et en refondant leur process, les rendre plus efficaces, les rendre moins chers, plus accessibles, plus globaux, et donc prendre énormément de parts de marché. Il y a beaucoup de secteurs comme ça qui ont été disruptés par l'avènement du digital. Je donne les exemples de la banque avec PayPal qui transforme complètement la façon de concevoir la banque, la relation du consommateur avec son banquier, qui par conséquent change les habitudes du consommateur et amène les banques à être obligées de changer pour suivre avec des néobanques qui apparaissent comme Boursorama, Revolut ou des paiements mobiles, qui sont des choses qui sont globalement nouvelles. Donc vous voyez que la transformation digitale, ce n'est pas l'avènement de nouveaux produits, c'est bien la transformation de business déjà existants pour les adapter à l'ère numérique, les accélérer, les rendre plus performants. Et bien sûr, ceux qui prennent ces changements-là, eh bien, progressent plus vite que les autres et prennent des parts de marché. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, qu'en est-il de la transformation IoT ? Globalement, la transformation IoT pourra avoir les mêmes effets, les mêmes résultats que la transformation digitale. En fait, c'est une continuité de cette transformation digitale, sans doute une accélération, avec des nouvelles propriétés qui sont particulièrement intéressantes, dont on parlera au cours de cette formation. Mais c'est quelque chose qui a démarré aussi il y a un certain temps. Finalement, la transformation IoT, le fait qu'on ait des équipements qui communiquent les uns avec les autres, ça remonte à la création de la communication sans fil. Donc ça, on remonte grosso modo au début des années 90 aussi, ça commence à se généraliser, vulgariser dans le monde à la fin des années 90. On voit en même temps l'arrivée de Wi-Fi, qui est aussi une autre technologie sans fil qui commence à nous permettre d'avoir des objets qui communiquent de façon relativement autonome. Et on est autour du début des années 2000 quand on voit apparaître ce qui ressemble au premier objet connecté, qui était le Napstag, un lapin totalement inutile, donc forcément indispensable, qui ressemble quand même assez fortement
à quelque chose qui a un succès gigantesque aujourd'hui, qui sont les Amazon Echo. Alors son fonctionnement est un peu différent, parce qu'à cette époque-là, nous n'avons pas l'Internet que nous avons aujourd'hui, mais globalement, on est quand même dans ce même état d'esprit, et sauf qu'on est quelques années avant. Alors là, on est dans les prémices de la technologie, ce qu'on appelle plus souvent d'ailleurs le M2M, plutôt que l'IoT. On aura l'occasion peut-être de voir un peu la différence par la suite. Et puis ces technologies-là, eh bien, même si elles continuent à être utilisées, en fait, elles sont supplantées par de nouvelles technologies qui sont vraiment les enablers de l'IoT, un peu comme on avait le Minitel avant et puis on a le World Wide Web qui apparaît. Et bien là, cette fois, les technologies qui chamboulent ce monde-là sont les technologies des LP WAN, avec l'arrivée en 2009 de Sigfox et de LoRa, mais aussi en même temps de Bluetooth, qui sont des technologies qui permettent de communiquer sans fil, comme les précédentes que nous avons évoquées, mais qui permettent de le faire avec très peu d'énergie, et donc ainsi permettent de rendre des objets autonomes. Et ça, c'est un point qui est clé. Donc ces technologies arrivent à ce moment-là, elles se démocratisent à partir de 2014 à peu près, quand les premiers réseaux sont bien implantés, et à partir de cette date-là commence vraiment l'ère de l'IoT. C'est-à-dire que 2014 sur l'IoT, c'est à peu près l'équivalent de 94-95 dans le monde de la transformation digitale. Alors forcément, aujourd'hui, en 2020, nous sommes aux alentours de l'année 2000 pour ce qui est de la transformation digitale. Vous comprenez donc bien qu'il y a encore un bon chemin devant nous avant que cette transformation IoT soit vraiment quelque chose de concret et de solide partout autour de nous. Toutefois, ça veut dire quand même quelque chose, c'est que les futurs géants de l'IoT sont déjà là, pour la plupart. Nous ne les connaissons pas encore, comme en 2000, nous avions une vague idée de ce qu'était Amazon. Eh bien, en 2020, nous avons peut-être une vague idée de quels seront les géants de l'IoT de demain. On voit poindre en effet Google, Amazon comme des acteurs importants, mais sans doute, il y a d'autres acteurs que l'on ne connaît pas aujourd'hui, qui ne sont pas connus des masses, mais qui par contre grandissent tranquillement en bénéficiant directement de ces technologies-là pour refondre leurs process ou créer des process de façon différente et donc disrupter des marchés qui existent aujourd'hui. Alors si on prend les mêmes échelles de temps, ce qui paraît à peu près plausible, puisqu'en fait on n'est pas vraiment en train de parler de maturité technologique en soi, mais on est surtout en train de parler de transformation des mentalités des consommateurs, transformation des mentalités dans les entreprises. On est donc sur la conduite du changement et des échelles de temps qu'on a vu être de 20 ans. Donc on peut s'attendre à ce que l'IoT, et donc la grande période de l'IoT, le moment où tout le monde va dire il faut qu'on fasse notre transformation IoT pour arriver à suivre les géants qui se sont créés, eh bien ce soit autour de 2025-2030, dans ces eaux-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, devrait s'enchaîner une accélération où des entreprises très traditionnelles, existant depuis des années, vont se transformer pour intégrer l'IoT. Alors moi, si j'ai qu'un conseil, c'est regardons l'IoT le plus tôt possible, parce que forcément, comme dans la transformation digitale, ceux qui aujourd'hui sont en train de faire la transformation digitale sont en fait aujourd'hui ceux qui sont en retard par rapport aux géants qui sont construits. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire cette transformation avant les autres. Et pour ça, il faut avoir compris ce qu'est cette transformation pour pouvoir l'intégrer dans son processus de fabrication, dans ses processus de gestion client, de relation avec ses fournisseurs, et ainsi de suite. C'est l'objectif de ce que nous allons voir dans cette présentation, dans ce cours aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut attendre de la transformation IoT, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, et par conséquent, comment embrasser cette transformation-là. Ce qu'on peut dire pour terminer cette introduction, c'est que cette transformation va reposer sur 3 piliers qui sont globalement fondamentaux et qui vont nous permettre de transformer nos industries. Le premier, c'est que l'IoT va apporter ou apporte une nouvelle façon de prendre des décisions basées sur un ensemble de données nouveaux. L'IoT, en fait, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution qui va permettre d'acquérir des données qui viennent du monde physique, du monde réel, et c'est en ça que l'on voit une différence avec la transformation digitale, où la masse de données qui sert à cette transformation est avant tout de la donnée qui est de la donnée construite numériquement par des systèmes d'information. La transformation digitale, c'est donc la possibilité d'utiliser cette fois non pas des données du monde virtuel, mais des données du monde physique pour l'intégrer dans notre circuit de décision. Ensuite, c'est la possibilité d'avoir des données sur un objet, sur un produit, puisque c'est de ça dont on parle, qui puisse avoir une continuité à la fois dans ce qui précède la création du produit,
donc c'est semi-fini, le réseau de notre fournisseur, voire même les matières premières, en allant jusqu'à l'aval de la construction de ce produit, c'est-à-dire à la fois tout son circuit de distribution, mais aussi son utilisation. Donc on est capable d'obtenir des données sur l'ensemble du cycle de vie du produit jusqu'à sa destruction, de sa création à sa destruction. Et ça va nous permettre de comprendre comment sont utilisés les produits, de comprendre quel est l'impact de ces produits, de comprendre à quel moment on perd en efficience et où est-ce que l'on peut optimiser chacun des processus de l'entreprise en se confrontant à la réalité du monde réel et physique et non pas aux données issues de systèmes informatiques. Bien sûr, la force, c'est de pouvoir mélanger ces deux données, ces données du monde physique et ces données du monde digital, pour arriver à tirer le parti le mieux de ce que l'on peut obtenir en suivant tout ça. La dernière chose, c'est que ces données-là, issues du monde physique, vont nous permettre de transformer complètement les business models. C'est-à-dire que le monde du produit, pour lequel on n'a aucune information une fois que ce produit a été vendu, et donc est vendu, on va dire, sous forme de vente de produits classiques, c'est-à-dire j'achète un produit à un prix X, je le vends à un prix Y, et ensuite il est utilisé autant que nécessaire, eh bien on peut passer à une économie orientée sur du service. Parce qu'à partir du moment où on va pouvoir mesurer l'usage du produit, mesurer combien de temps il est utilisé, pendant combien d'années il est utilisé, ainsi de suite, eh bien on est en capacité à fournir une prestation qui est cette fois une prestation orientée service. Que ce soit des services additionnels sur le produit ou que ce soit le produit lui-même qui est vendu comme un service. L'IoT va permettre ce type de transformation et donc multiplier les business models basés sur ce principe.